Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la direction de la coopération de sécurité et de défense. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Lieutenant-colonel Romain. Capitaine de frégate Jean-Baptiste. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit en accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Des confins de l'Afrique aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France. Votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi ? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Coopération, c'est à la direction centrale au cœur de Paris que nous retrouvons Magdalena Bioget. Après 26 années au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Magdalena est aujourd'hui chef adjoint du département Monde depuis 3 ans. À ce titre, elle coordonne les chargés de mission des différentes zones géographiques sous la responsabilité de la DCSD. D'un optimisme communicatif, Magdalena nous parle avec beaucoup de pudeur de son parcours qui ne la destinait pas au départ à servir au sein de la diplomatie française qui désormais, comme elle aime à le dire, est devenue une vraie deuxième famille. Magdalena Bioget, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui au sein de la DCSD, à la direction centrale à Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et quel est votre parcours ? Bonjour à tous, Magdalena Bioget. Aujourd'hui, je suis adjointe au chef de la mission Monde au sein de la DCSD. Alors j'ai un parcours un peu atypique au sein du ministère des Affaires étrangères. Je suis arrivée par accident au ministère de la Coopération il y a 27 ans maintenant. Mon mari était coopérant. Il était commissaire de police en Côte d'Ivoire auprès du DGPN local. Il est mort en service et le ministère des Affaires étrangères, enfin le ministère de la Coopération à l'époque, m'a proposé un poste en retour. J'avais 3 enfants tout petits, puisque mon aîné avait 3 ans et la dernière 8 mois. Je suis rentrée avec cette petite famille sous le bras et j'ai accepté avec grande reconnaissance le poste qui m'a été proposé au sein du service com du ministère de la Coopération. La communication, comme on en parlera plus tard, est mon métier de base, ma formation. Du coup, c'est tout à fait logiquement en fait qu'on m'a proposé ce poste, dans lequel je me suis assez épanouie en fait au sein du ministère des Affaires étrangères par la suite, à partir de 99. En tout et pour tout, j'ai dû faire une quinzaine d'années au service communication, où je m'occupais essentiellement sur les 10 dernières années d'événementiel. Donc, j'étais la Madame Payette du ministère des Affaires étrangères. Je me suis occupée des grands de ce monde, à organiser tout sommet divers et variés, avec des contacts directs avec les ministres, ce qui était extrêmement passionnant en fait comme métier. Et puis, au bout de ces 15 années de communication, je me suis dit que je pouvais faire autre chose. Je pouvais toucher à d'autres thématiques. Donc, du coup, j'ai décidé de m'occuper des vrais gens du ministère, c'est-à-dire les agents. Donc, je suis rentrée à la délégation pour la politique sociale, qui est sur le site aussi des Invalides. Et je me suis enfin rendu compte que s'occuper des agents du ministère était aussi compliqué que de s'occuper des grands de ce monde. Et après 4 années, d'évolution de la délégation, et puis on a mis en place énormément de choses très positives pour les agents, donc ça c'était bien. Je me suis dit que j'étais arrivée au bout de ma mission, et je suis allée m'occuper au sein de la direction de l'immobilier et de la logistique au sein du ministère, donc des immeubles, donc me disant que ce serait une autre dimension de l'exercice. Et j'y étais allée en fait motivée par un projet particulier qui était la construction d'un nouveau bâtiment au sein du Quai d'Orsay, qui à l'époque s'appelait QO 21, donc il devait être terminé en 2021. Très rapidement, on s'est dit que ce serait plutôt QO 21e siècle, parce que ça nous laissait quand même un peu de marge. Pour l'instant, la première pierre n'est pas posée. J'y étais allée en me disant c'est un projet unique dans une carrière. C'est pour ça, c'est ce qui me motivait effectivement à y aller.
J'ai fait plein d'autres choses. Je travaillais à la sous-direction de la logistique, c'est-à-dire que je m'occupais de la livraison des trombones jusqu'aux travaux à 90 millions d'euros. Ça s'appelle un espèce de, pas un grand écart, mais on n'en est pas loin. Un très très grand écart. C'est un très très grand écart. Et du coup, voilà, ça a été 3 années extrêmement intenses. Je m'occupais pas du tout de l'étranger. C'était uniquement les sites français. Donc c'était très intense avec des équipes professionnelles de métiers, de vrais métiers d'artisanat ou de gestion de projet qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que j'avais fait précédemment, ni même avec ce que j'avais appris dans ma vie. Lire un devis d'un plombier, c'est quand même pas très simple. Donc voilà, c'était vraiment une grosse découverte. Donc j'ai fait 3 ans là. Et ensuite, c'est proposé à moi cette opportunité d'intégrer la direction la prestigieuse du ministère, qui est la direction des politiques générales, au sein de la DCSD, où une collègue amie m'a dit écoute, viens, j'ai un poste à te proposer. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la DCSD, dans un monde qui est extrêmement particulier au sein du ministère des Affaires étrangères, avec le sentiment, après ces 27 années, en fait, de boucler la boucle. C'est-à-dire, je suis arrivée en tant que veuve de coopérant, et je terminerai ma carrière en tant que gestionnaire, pas forcément gestionnaire, mais en tant que responsable d'un certain nombre de coopérants. C'est-à-dire que je finis cette boucle avec ce sentiment de, voilà, devoir accompli. Je m'occupe des gens qui étaient comme mon mari à l'époque. Et voilà, c'était pas volontaire, ça s'est posé comme ça, comme une opportunité. Et aujourd'hui, je suis dans cette direction où j'y suis très bien et je vais y rester encore 3 années, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. Et donc ça a du sens, hein. En fait, ça a du sens, c'est-à-dire que voilà, j'ai une carrière qui a du sens, enfin à mon sens personnel, vraiment pour le coup. Mais oui, pour moi, ça fait sens. Ouais. Alors, on va parler de votre travail, votre poste en particulier, mais alors vous disiez l'arrivée à la DCSD. Pourquoi c'est si particulier la DCSD? Vous connaissiez déjà bien les affaires étrangères. Il y avait des choses qui se disaient, ou les gens avaient une vision, ou c'est un service particulier? Pourquoi? Alors, c'est un service particulier parce que au sein des affaires étrangères, il n'est pas composé que de diplomates. C'est vrai qu'au ministère des Affaires étrangères, nous avons quand même un prisme très généraliste, c'est-à-dire que nous accueillons énormément de contractuels d'autres ministères, notamment de l'éducation ou des contractuels scientifiques. Voilà, on a quand même une espèce des inspecteurs des finances. Voilà, on accueille déjà depuis très très longtemps un certain nombre d'autres métiers. Mais cette direction, elle a cette particularité d'être, nous on appelle ça une copropriété en fait, entre 3 ministères. Donc le ministère des Affaires étrangères qui est la voix de la France à l'étranger, le ministère des Armées qui sont les forces armées françaises, et le ministère de l'Intérieur qui s'occupe donc du retour en sécurité intérieure. Voilà. Donc d'avoir ces 3 domaines-là dans une même direction est particulier. Au-delà du fait qu'on travaille effectivement avec des agents de ces 3 ministères. C'est ce qui en fait tout l'intérêt. C'est qu'on a 3 cultures très différentes qui travaillent ensemble. Et c'est particulièrement enrichissant quand on est suffisamment ouvert d'esprit pour accueillir les autres cultures et essayer de travailler avec, d'avoir ces dimensions multiculturelles d'administration, si j'ose dire, qui fait toute la richesse de cette direction. C'est justement ce que vous imaginiez, maintenant que vous le vivez au quotidien, c'est bien ce que vous aviez imaginé ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'imaginais rien en fait quand je suis arrivée. Moi, j'ai connu en fait la DCSD quand elle s'appelait DCMD. Quand j'étais au ministère de la Coopération, la DCMD était au ministère de la Coopération. Donc en fait, il y avait tout un étage qui était pourvu de cette direction à l'époque où il n'y avait que des militaires, et tous en uniforme, tout le temps, toute la journée, et ils étaient extrêmement nombreux, je suis incapable de vous dire combien ils étaient, mais ils étaient très nombreux, et très présents. Et avec une aura au ministère des Affaires, de la Coopération, qu'ils n'ont peut-être plus aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères. Il y a tout à fait la même reconnaissance, je pense. Mais donc du coup, moi voilà, l'image que j'en avais, c'était celle qui est de l'autre côté de la rue Oudinot, rue Monsieur, la DCMD, 3e étage, avec des miloufs partout, et voilà. Donc quand je suis arrivée ici, en fait, je n'avais de la connaissance de la DCSD, je n'avais que ça.
Quand je suis arrivée ici, j'ai vu que ça avait évolué. Il n'y avait pas que des militaires, il y avait des policiers, il y avait des pompiers, il y avait des gendarmes, que toutes les armées étaient représentées, air, mer, terre. Donc que l'environnement avait changé. Mais donc du coup, voilà, j'ai découvert ça en janvier 2020. Et en mars, on était en confinement Covid. Mais bon, voilà, je débarque là-dedans, mais j'ai pas eu de crainte. J'ai eu de la surprise. La crainte était totalement personnelle où je me disais, est-ce que je suis cap? Avec le parcours que j'avais eu au sein du ministère des Affaires étrangères, est-ce que je serais cap d'assumer les fonctions qu'on allait me donner? Je suis pas quelqu'un de super politique. Et du coup, je me posais la question de savoir est-ce que j'étais cap de faire ce métier-là. Aujourd'hui, je pense l'être. Après 3 années et des brous, je pense l'être. Mais voilà, il n'y a pas eu de... Oui, c'était une vraie découverte. Mais c'était une vraie découverte parce que... et c'est le pendant, en fait, ça veut dire que la communication autour de cette direction n'était pas forcément bien faite. C'est-à-dire que au sein du ministère, encore aujourd'hui, peu de gens savent ce que fait la DCSD. Alors que ce soit au ministère ou que ce soit dans les autres ministères partenaires, c'est également le cas. Mais voilà, on est assez méconnus. Et c'est bien de la faire connaître. Alors, par tous les moyens possibles et inimaginables, mais le but de l'opération, je crois que c'est ça. Alors oui, c'est effectivement un début de ce podcast. Alors, pour mieux connaître, on va déjà commencer par vous. Et justement, votre poste aujourd'hui, il consiste en quoi? Donc, je suis l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond. Je vous confirme. J'ai toujours rêvé toute ma vie d'être une James Bond girl. Il faut que j'arrive à 60 ans pour que ça se passe. C'est bon. Ce que j'en ai fait, parce que en fait, je pense que chacun, quand il arrive dans un poste, doit le façonner à sa main et pour y donner le meilleur de lui-même. Et j'ai eu la chance d'avoir des chefs de mission qui m'ont laissé façonner le poste. Donc aujourd'hui, je suis l'animateur d'espèce de tour de contrôle de la mission. C'est-à-dire, je dispatche le travail transversal, je soutiens les agents, les officiers géographiques dans leur travail quotidien, la relecture des notes, la remise en forme des notes. Ma valeur ajoutée, c'est essentiellement ma connaissance du réseau du ministère des Affaires étrangères. 27 ans de carrière, ça veut dire que 27 ans de construction de relations avec le ministère des Affaires étrangères. J'ai la chance d'avoir des collègues que j'ai connus, jeunes rédacteurs, qui aujourd'hui sont soit ambassadeurs, soit directeurs généraux. Donc c'est assez marrant. Cette connaissance-là me permet aussi de fournir à mes officiers géographiques des contacts au sein du ministère des Affaires étrangères, faciliter en fait leur travail avec les directions géographiques du quai. Mon travail, c'est ça, c'est d'être un facilitateur. Quand vous parlez d'officiers géographiques, ce sont les gens qui sont en poste. En fait, la mission Monde est composée d'un chef de mission, d'un adjoint qui est ma pomme, et aujourd'hui de 3 officiers géographiques traitants. Alors c'est vrai que officier c'est pas forcément le bon mot, mais ce sont des agents traitants qui ont chacun la responsabilité d'une ou plusieurs zones géographiques. Notre zone géographique s'étend sur 24 heures, c'est-à-dire que nous avons le monde entier, sauf l'Afrique subsaharienne. Donc en fait, notre zone s'arrête à l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, Levant et le reste du monde. Donc chacun des officiers géographiques, on couvre quasiment 96 pays. Nous avons aujourd'hui 70 coopérants qui donc sont sous la responsabilité de ces officiers géographiques. J'ai 2 militaires, un de l'armée de terre, un officier de marine et possiblement le prochain officier géographique sera un policier. Donc en plus, à l'intérieur de la mission, il y a aussi cette dimension interculturelle, multiculturelle des façons de travailler, des façons de voir la coopération, etc. C'est assez intéressant. Et donc vous gérez ces officiers géographiques, enfin vous démenez et vous démêlez tous les problèmes. Ce sont eux qui s'occupent des coopérants. Absolument, c'est eux qui sont en lien avec les postes, c'est eux qui travaillent sur la construction des stratégies, qui collaborent en fait sur les stratégies régionales, qui font en sorte que les postes mènent des projets et des actions qui sont dans ce cadre de ces stratégies régionales. C'est eux qui supervisent effectivement l'activité des coopérants.
évidemment sous la responsabilité des attachés de défense et des attachés de sécurité intérieure dans les postes. Donc, ce qui fait que vous avez une vision très globale des missions de la DCSD. Vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Hein. À ma position, je vois un peu tout ce qui se passe. Je supplée aussi le chef de la mission quand il est soit en mission, soit en congé. Donc, effectivement, on a une vue un petit peu transverse. Mais bon, on essaye de prendre de la hauteur sur l'actualité, ce qui est pas toujours très simple. Surtout depuis ces 5 dernières années. Mais oui, on a une vue un peu transverse du réseau de coopération au niveau mondial. Je voyais sur votre CV, sur la fiche d'emploi, je lis, je l'ai pas appris par cœur, entretenir un réseau de contacts pertinents. En quoi ça consiste, entretenir un réseau de contacts pertinents ? C'est une très jolie phrase. Je trouve. Dont je remercie mon premier chef de mission de l'avoir écrite. En fait, c'est une très jolie phrase pour dire juste entretenir un réseau de correspondants, aussi bien dans les ministères partenaires qu'au sein du Quai d'Orsay. C'est de mettre en relation la DCSD avec tous ces gens-là, de leur expliquer, de faire de la pédagogie aussi, c'est de leur expliquer à quoi sert la DCSD, comment on a besoin de leur intervention aussi, de leur aide pour construire notre réseau de coopération, nos stratégies régionales, puisque nos stratégies régionales sont le reflet de la politique étrangère de la France. La politique étrangère de la France, c'est le ministère des Affaires étrangères, donc les directions géographiques du Quai. Toutes ces stratégies régionales sont aussi validées par le ministère des Armées et par le ministère de l'Intérieur. Et donc, tout ça fait qu'il faut qu'on discute avec tous ces gens-là, et l'entretien de ce réseau se fait évidemment par les officiers géographiques, mais le chef de mission et moi-même avec des gens qui sont un tout petit peu à un niveau plus décisionnel que ne le sont les relations des traitants. Ces contacts-là, en fait, c'est quelque chose qui est en mouvement constamment, où vos interlocuteurs sont... Alors, en mouvement constamment, parce que évidemment, tous les 2 ou 3 ans, il y a des relèves. Donc l'exercice de septembre, qui constitue un de mes travaux, c'est d'arriver à collationner les nouveaux arrivés, refaire les fiches effectifs de nos pays, qui est le nouvel AD, qui est le nouvel ASI, qui est le nouveau traitant au sein de la DGRIS avec qui on travaille, au sein de la DCIS, etc. Donc c'est toujours très compliqué. L'exercice de septembre est assez compliqué. Mais bon, ça permet aussi de prendre contact avec les gens, de se présenter, de dire voilà, on va travailler ensemble. Et après, c'est un travail quotidien, c'est-à-dire qu'on est quotidiennement en relation avec tous ces gens-là pour tout ce qu'on a à traiter dans une journée, dans une semaine. Sans parler de difficultés d'adaptation, mais vous avez des interlocuteurs qui sont extrêmement différents. Alors, des diplomates, bien évidemment, mais dans votre entourage proche avec les officiers géographiques, des militaires, vous allez dans d'autres directions, d'autres ministères. Ce sont des gens qui ont un parcours différent. Est-ce qu'on doit s'adapter à chaque fois, ou est-ce que non, le langage de la DCSD est un langage finalement qui passe partout? Il n'y a pas de langage à la DCSD. En fait, on a des stratégies, on a des politiques à mener, on a des choses comme ça. Après, le langage, c'est le langage de certains, de chacun. C'est des relations humaines. C'est tout se construit, en fait, avec empathie et avec l'écoute de l'autre. On adapte son langage forcément. On ne parle pas à un général comme on parle à un collègue. Le respect est le même, mais on le dit de façon différente. Après, on s'adapte comme on s'adapte dans la vie, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens dans son environnement personnel. On peut aussi adapter sa façon d'être ou sa façon de parler aux gens qu'on rencontre. Il n'y a pas un langage particulier. Moi, j'ai tendance à pas forcément adapter comme je le devrais peut-être. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi au sein du ministère, où j'avais la réputation d'être un peu trop expansive. Mais voilà, c'est ma façon d'être. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les partenaires que nous avons, ma façon, pour les relations que j'ai avec eux, convient. Enfin, leur convient. En l'occurrence, j'ai pas eu de plainte, quelle qu'elle soit. Ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien. Alors, il est vrai que les façons
d'aborder les dossiers sont différentes quand on parle avec l'armée que quand on parle avec le ministère de l'Intérieur. D'abord parce que les thématiques sont différentes, mais les hiérarchies sont différentes. Donc effectivement, il faut s'adapter à ce type de rapport. Maintenant, mon langage est le même que je vous tiens aujourd'hui. Il faut avoir une bonne connaissance justement de ces fonctionnements, puisqu'ils sont des fois, ils peuvent être assez différents. C'est un euphémisme. Oui, alors du coup, avoir une bonne connaissance, on l'apprend sur le tas quand même. Hein. On n'est pas formé à travailler avec tel ou tel ministère, on apprend en fait en marchant. Et encore une fois, c'est une affaire de relations humaines. C'est-à-dire qu'on va avoir des correspondants une année qui vont être un peu compliqués. L'année d'après, pouf, tout se libère. On arrive à parler, on arrive à monter des dossiers sans aucun problème. Encore une fois, c'est vraiment des relations humaines. En fait, on ne peut pas travailler si on n'a pas une ouverture d'esprit, une ouverture humaine qui fait que les relations fonctionnent. Alors à propos d'ouverture, vous avez, et puis la manière de parler, de vous exprimer, vous avez un fort marquant de communication et de marketing. Est-ce que c'est une plus-value pour votre poste aujourd'hui, cette expérience passée ? Alors c'est forcément une plus-value parce que j'ai l'esprit ouvert et je suis quelqu'un qui a la communication facile. Donc ça, c'est forcément une plus-value. En revanche, en termes de métiers, ce sont des métiers différents, mais ce qu'on peut retenir en fait de ce métier-là, c'est 2 points essentiels qui me servent aujourd'hui, c'est l'organisation et la réactivité. C'est-à-dire, quand on fait de l'événementiel, il faut être super organisé et il faut être réactif tout de suite. Donc, c'est effectivement ce qui me sert aujourd'hui dans le cadre de mes missions. Est-ce que justement avec ces missions, alors vous travaillez, vous avez cette vision du monde et des coopérants à travers vos officiers géographiques, vous vous rendez sur place, est-ce que vous avez l'occasion d'aller les voir ? Bien sûr. Alors, je me déplace moins que mes officiers géographiques, mais de temps en temps sur on appelle ça des missions à enjeu, mais où il peut y avoir un enjeu de représentativité qui peut aider les coopérants à mieux se positionner chez leurs partenaires. Effectivement, la représentativité d'un responsable peut être intéressante et importante. Donc oui, effectivement, j'ai fait quelques missions intéressantes, dont la dernière qui a été au Sri Lanka, où du coup, pendant cette visite, on a entériné la création d'une école sécurité et sûreté maritime. Est-ce que c'est grâce ou est-ce que c'est la conséquence du travail qui a été fait par le coopérant au préalable? Mais je pense que ça, déjà, c'était un point. Mais voilà, la venue d'une délégation, entre guillemets, de représentativité importante a pu aider à concrétiser l'exercice. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. En fait, sur le fait de partir en mission nous permet aussi de voir comment travaillent les coopérants, de voir quelles peuvent être leurs difficultés et aussi à sentir le retour terrain de ce qui peut se passer dans tel ou tel pays, voire même dans une zone géographique. C'est-à-dire que est-ce que la France est bien vue? Est-ce qu'il y a une attente vis-à-vis de la France ou pas? Ça nous permet aussi, voilà, de sentir ces petites soit alertes, soit messages, soit appels. Donc quand on part en mission, c'est particulièrement ça, en fait, qu'on recherche. C'est ce retour du terrain qu'on n'a pas forcément en restant à Paris. C'est important, ça. Alors bon, vous officiers géographiques, plus souvent, vous le disiez. C'est important de se rendre sur le terrain. Il faut aller sentir quand même un petit peu ce qui se passe. Il faut sentir ce qui se passe et ce qui permet aussi d'avoir plus de poids quand on rentre et qu'on propose des dossiers, des projets, etc. D'avoir en fait ce retour de terrain et cette connaissance. Alors, je dis pas cette connaissance super fine, c'est pas ça. C'est d'avoir eu ces messages des pays, des partenaires avec lesquels on travaille. À propos du poste que vous occupez aujourd'hui. Et toute votre expérience dans la communication, le marketing, l'événementiel, qui a été quand même une partie importante, qu'est-ce que vous avez apporté, vous, à ce poste? Qu'est-ce que vous y avez amené? Comment il a évolué ensuite? Alors, ce que j'y ai amené, c'est l'organisation, la constitution de tout bêtement de dossiers informatiques partagés, un travail en réseau, un travail collaboratif, une organisation du travail qui permet à chacun de travailler sereinement. Ça, je pense que ça, c'est une de mes valeurs ajoutées.
Bon, la deuxième valeur ajoutée est peut-être ma bonne humeur, mais bon, ça, je peux pas trop le dire. Il faut que ce soit les autres qui le disent pour moi, je pense. Ce que j'y ai apporté, c'est peut-être aussi ce petit supplément d'âme féminin dans un monde plus masculin. Alors, vous avez maintenant 27 ans de maison au sein du ministère des Affaires étrangères. Quand on y rentre, on y fait souvent carrière, on y reste. Je pense que c'était vrai pour les gens de ma génération et celle d'avant. Ce sera beaucoup moins vrai pour les générations qui viennent après nous. Je le vois avec mes enfants. Mes enfants sont tous trentenaires et leur relation au travail est totalement différente que la nôtre. Leur capacité de résilience, d'adaptation et de changement de vie du jour au lendemain, déjà moi m'étonne terriblement, a pu me faire peur à un moment donné, toujours peur pour ses enfants, mais leur capacité d'adaptation, et encore une fois, leur capacité de résilience, à se dire que de toute façon, moi je vais être heureux dans ma vie, faire un truc qui me plaît et qui m'éclate, et j'y vais. C'est probablement aussi le cas pour les futurs jeunes diplomates. Hier soir, j'ai eu une discussion avec l'un de nos apprentis, où effectivement, même s'il souhaite faire sa carrière dans l'administration, il veut pas forcément la faire qu'au ministère des Affaires étrangères. S'il a ses concours du ministère, il veut avoir l'opportunité d'aller dans une autre institution administrative. Ce que je trouve très sain en soi. C'est-à-dire que d'aller voir ailleurs ce qui se passe, ça a du bon. Moi, j'ai pas eu le courage de le faire pour en revenir à la question de base. Je suis arrivée au ministère avec mes 3 bébés et je me suis focalisée sur le fait de voilà, j'ai 3 enfants à charge, seule, j'ai une place au ministère des Affaires étrangères et je vais la garder. Et effectivement, je la garderai jusqu'à ma retraite. Et en fait, j'avais ce double sentiment de reconnaissance vis-à-vis de l'État, de ce que l'État m'avait offert. Et le deuxième point, c'est que je me suis éclatée à travailler pendant ces 27 années. Donc, pour ce ministère, pour cette maison qui est très ancienne, qui a encore des fonctionnements un peu archaïques, mais qui essaye de se développer, qui essaye de changer, d'évoluer, de devenir moderne. J'ai un respect énorme pour cette maison. Je lui dois beaucoup. Je pense avoir donné beaucoup de mon temps, de ma vie pour cette maison. Et voilà, j'ai une grande reconnaissance pour ce qu'elle est. Mais je pense que les générations suivantes n'auront pas forcément ce même prisme. Alors, c'est vrai que beaucoup d'agents, encore aujourd'hui, des ex-collègues, feront toute leur carrière au ministère des Affaires étrangères parce qu'ils sont rentrés au ministère des Affaires étrangères pour ça. Moi, c'est pas le cas. Ni les suivants. Est-ce que je trouve ça? D'avoir une ouverture d'esprit sur des métiers différents, c'est aussi l'intérêt de ce ministère ou de l'administration dans son ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai changé de vie 4 fois au sein du ministère, changé de métier. C'est aussi sa richesse. C'est le fait de bouger. Je suis jamais partie à l'étranger, mais en même temps, à l'intérieur du ministère, j'ai fait beaucoup de métiers. Donc, c'est intéressant. Si vous deviez croiser un ancien collègue d'un ex-service où vous étiez, des affaires étrangères, qui vous dit « Ah, tu travailles à la DCSD, mais qu'est-ce que vous faites à la DCSD ?» Vous lui diriez quoi? Ça arrive assez souvent, en fait. Assez souvent. C'est d'abord on me dit mais vous vous occupez que des militaires, machin. Donc effectivement, il faut repréciser. Ce que je dis, c'est je mets en avant la copropriété, en fait, de cette direction interministérielle qui a un rôle fédérateur de la politique étrangère de la France dans tous ses aspects de sécurité et de défense. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Alors, c'est ça qu'on essaye d'expliquer par le biais de différentes publications, avec les podcasts qu'on fait aujourd'hui. Et d'essayer de donner une dimension politique, encore une fois, stratégique, au-delà de l'aspect enveloppe financière. Nous avons une vraie stratégie, une vraie politique d'utilisation des fonds. Donc, c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'à mon tour. Pour terminer,
Alors c'est compliqué, hein, mais 27 ans de carrière aux affaires étrangères, s'il y a un souvenir que vous pourriez emporter avec vous, ça serait lequel? Comme dirait l'autre, il y en a tellement. Oui, mais ça marche pas, j'en ai demandé un. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que j'en sorte un. Et du coup, je vais sortir un qui vient de la DCSD. Donc, c'est pas parce que c'est la DCSD, mais c'est vrai que c'est un événement marquant dans ma carrière. Je suis arrivée au mois de janvier 2020. Et en avril, quand je suis arrivée, on m'a dit, bon, t'as un dossier, c'est livrer des drones, mais il faut que tu négocies tout le dossier. Moi, je découvrais ça. J'ai attendez, des drones, je sais pas ce que c'est, à part les petits drones machin. Les militaires, jamais vu. Et en fait, voilà, c'était un travail interministériel où on faisait un don de drones pour 2 millions d'euros. C'était un exercice encore une fois interministériel entre les armées, le MIOM et nous. Et donc du coup, j'étais chef de délégation. Et en plus, j'étais la seule femme dans la délégation et j'étais la seule femme à la table de négociation. Donc c'était d'autant plus important que nous avons réussi à mettre en place un très joli contrat avec une entreprise française qui fournissait les drones. Et la satisfaction de me dire que d'abord j'ai réussi à mener ces négociations au bout, que j'ai réussi à faire rentrer le contrat dans le cadre de l'enveloppe qui nous était allouée, et que moi, en tant que femme, en négociant, ça avait fonctionné. Donc c'était un moment très particulier. J'étais rentrée de là en me disant, finalement, je peux être cap en fait. Magdalena Bioget, merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt.